Au pique-nique, ma mère a dit, la prochaine fois, n'amène pas le gamin. Personne n'a défendu mon fils. Jusqu'à ce que ma fille aînée repousse sa chaise et dise, répète un peu ça. Toute la tablée est devenue silencieuse. Et puis ma mère m'a dit de ne pas amener mon fils à un pique-nique de famille. Son propre petit-fils, 6 ans, qui a perdu ses 2 dents de devant, obsédé par les dinosaures, et elle m'a regardé droit dans les yeux, par-dessus la salade de pommes de terre, et m'a dit, la prochaine fois, n'amène pas le gamin. Comme s'il était un chien errant qui s'était égaré depuis le jardin du voisin. Et personne, ni mon père, ni mon oncle, ni ma tante, n'a dit un seul mot. 23 adultes à cette table, et le silence était si épais qu'on aurait pu s'étouffer dedans. Mais ensuite, ma fille de 13 ans, Marlo, a repoussé sa chaise. Et ce qui est sorti de la bouche de cette fille? Je vous jure, ce n'est pas moi qui lui ai appris ça, mais j'aurais aimé le faire. Je m'appelle Karen. J'ai 34 ans. Je vis à Dayton, dans l'Ohio, avec mes 2 enfants, Marlo, qui a 13 ans et l'air d'en avoir 45, et mon petit bonhomme, Théo, qui vient d'avoir 6 ans. Je travaille comme hygiéniste dentaire 3 jours par semaine et je prends des gardes administratives dans une clinique sans rendez-vous les week-ends. Je ne suis pas riche. Je ne suis pas fauché. Je suis dans cet entre-deux où l'on peut payer sa facture d'électricité à temps, mais où un pneu crevé ruine quand même tout le mois. Vous voyez exactement ce que je veux dire, n'est-ce pas? Maintenant, voici ce que vous devez comprendre à propos de ma famille pour que tout cela ait un sens. Ma mère, Patrice, a toujours été une femme qui avait besoin d'être le centre de tout. Pas de manière bruyante, dramatique, du genre à jeter une assiette contre le mur, non. Elle est plus subtile que ça. C'est le genre de personne qui vous sourit tout en disant quelque chose qui vous donne un coup en pleine poitrine. Elle complimentera votre robe puis ajoutera, c'est courageux de votre part de porter ça. Elle vous dira qu'elle est fière de vous, puis passera 40 minutes à vous expliquer à quel point votre cousin réussit mieux. Mon père, Gilles, est le genre d'homme qui a appris il y a longtemps qu'il est plus facile d'être d'accord avec Patrice que de la contredire. Je ne lui en veux même plus. Cet homme hoche la tête depuis 37 ans de mariage. Je crois qu'il a oublié qu'il a le droit d'avoir ses propres opinions, mais c'est une toute autre conversation. Pendant des années, et je dis bien des années, c'est moi qui ai maintenu cette famille à flot avec de l'argent. Pas beaucoup, mais assez. Quand la chaudière de mes parents est tombée en panne il y a 2 hivers, qui a envoyé les $1 200? Moi. Quand mon père a eu besoin de nouveaux pneus pour son camion et qu'ils étaient en retard sur leur assurance? Moi encore. Quand ma mère a voulu s'offrir un dîner d'anniversaire dans un steakhouse et a commodément oublié son portefeuille? Je vous le donne en 1000. Je ne me suis jamais plainte. Pas une seule fois. Parce que c'est ce qu'on fait pour la famille, non? C'est ce que je me disais, en tout cas. On aide parce que ce sont les nôtres. Et un jour, quand on aura besoin d'eux, ils seront là pour nous. Sauf qu'ils ne l'ont jamais été. La seule fois, l'unique fois où j'ai demandé à ma mère de garder Théo pour un week-end afin que je puisse emmener Marlo à un tournoi de volley-ball à Columbus, ma mère a dit qu'elle était trop fatiguée. Théo n'est pas un enfant difficile. Il regarde des dessins animés. Il mange tout ce qu'on lui met devant lui. Et il se couche à 20h30 sans faire d'histoire. Mais elle était trop fatiguée. Et puis j'ai vu sur Facebook que ce même week-end, elle avait organisé une soirée canasta avec 6 de ses amis et préparé 3 sortes de sauces apéritives. 3 sortes de sauces, mais trop fatiguée pour son petit-fils. Ça m'a fait mal, mais j'ai avalé la pilule. J'ai toujours tout avalé. Maintenant, je veux vous parler de ma cousine Diana. C'est en fait la fille de la sœur de ma mère, et elle vit à environ 40 minutes de chez nous, à Springfield. Diana et moi sommes proches depuis que nous sommes petites. C'est la seule personne dans cette famille qui m'ait jamais regardée en me disant « Karen, tu n'es pas obligée de continuer à faire ça. » Elle le voyait. Elle voyait comment ma mère me traitait comme un distributeur de billets avec un cœur qui bat, et elle détestait ça. Diana était mon roc. Chaque fois que je l'appelais en pleurant après une remarque de ma mère, Diana disait « Note-le. Un jour, tu auras besoin de te souvenir pourquoi tu as arrêté. » J'aurais dû l'écouter plus tôt. Donc, le pique-nique.
Laissez-moi vous planter le décor. C'était le week-end du 4 juillet et ma tante Rel, la mère de Diana, avait organisé un grand barbecue familial à Eastwood Metropark. Toute la famille était là, oncle, tante, cousins au 2e degré que je n'avais pas vu depuis un mariage en 2019. Des enfants partout. Des burgers sur le grill. Quelqu'un avait apporté une enceinte qui passait de vieux tubes de la Motown. C'était en fait agréable, pendant environ 2 heures. Théo se comportait comme un ange. Il jouait à chat avec les garçons de Diana. Il a partagé sa brique de jus de fruits avec une petite fille qu'il ne connaissait même pas. Et quand il s'est écorché le genou sur le trottoir, il n'a même pas pleuré. Il est juste venu vers moi, m'a montré son genou et a dit « Maman, je crois que j'ai besoin d'un pansement dinosaure. Dites-moi que ce n'est pas la chose la plus mignonne que vous ayez jamais entendue. » Mais ma mère, elle l'avait observé tout l'après-midi avec cette expression sur le visage. Vous savez, ce regard, comme si elle venait de mordre dans quelque chose d'acide. Chaque fois que Théo passait en courant devant sa chaise, elle soupirait. Quand il a accidentellement bousculé la table et qu'un verre de limonade s'est renversé même pas sur quelqu'un, juste sur l'herbe, elle a dit assez fort pour que la moitié de la table l'entende, « C'est exactement pour ça. C'est exactement pour ça. » Pour ça quoi, maman? J'ai laissé passer. J'ai nettoyé la limonade. J'ai dit à Théo de faire attention et je me suis rassise. Puis le dîner a eu lieu. Nous mangions tous et Théo était assis à côté de Marlo. Il se tenait bien. Il avait du ketchup sur le menton et balançait ses jambes sous la table parce que le banc était trop haut pour lui, mais il a 6 ans. C'est ce que font les enfants de 6 ans. Et sorti de nulle part, ma mère pose sa fourchette, me regarde de l'autre côté de la table et dit avec un sourire, toujours avec un sourire, « Karen, la prochaine fois, peut-être que tu devrais juste ne pas amener le gamin. Ce serait plus simple pour tout le monde. » La table est devenue silencieuse. Je veux dire, un silence de mort, comme si quelqu'un avait appuyé sur le bouton muet de tout le parc. Ma tante Rel a baissé les yeux sur son assiette. Mon oncle Vernon s'est soudainement pris d'un grand intérêt pour son épi de maïs. Mon père a pris une gorgée de sa bière et a regardé le ciel comme s'il cherchait des avions. Et Théo a entendu. Il a 6 ans, il n'est pas sourd. Il a levé les yeux vers moi avec ses grands yeux marrons, toujours du ketchup sur le menton, et a murmuré, « Maman, est-ce que mamie ne veut pas de moi ici? Comprenez-vous ce que cela fait à une mère? Pouvez-vous même l'imaginer? » J'ai ouvert la bouche. J'allais dire quelque chose. Je ne sais même pas quoi. Probablement quelque chose de poli, de mesuré, quelque chose qui préserverait la paix. Parce que c'est ce que j'ai toujours fait. Préserver la paix, avaler, sourire, envoyer le chèque. Mais avant que je puisse dire un seul mot, Marlo a posé son burger. Ma fille de 13 ans, qui était assise là tranquillement à manger et à s'occuper de ses affaires, a posé son burger, s'est essuyé les mains sur sa serviette, a repoussé sa chaise de la table et s'est levée. Elle a regardé ma mère droit dans les yeux et a dit, « Répétez ça. » Pas en criant, pas en hurlant, juste d'une voix calme et assurée. 13 ans, debout dans son t-shirt de volet et sa queue de cheval, et elle l'a dit comme si elle mettait ma mère au défi de se répéter. Toute la tablée s'est figée. La main de ma tante Rel était à mi-chemin de sa bouche et s'est juste arrêtée. Ma mère a regardé Marlo comme si elle n'en croyait pas ses oreilles. Et honnêtement, moi non plus. Ma mère a eu ce petit rire, vous savez, celui qui est méprisant, et a dit, « Marlo, assieds-toi. C'est une conversation d'adulte. » Et Marlo a répondu, « Alors, arrêtez de vous comporter comme une enfant. » Je crois que mon oncle Vernon s'est vraiment étouffé avec son maïs. Mais c'est là que ça se complique, parce que ma mère n'a pas simplement encaissé et tourné la page. Oh non. Patrice ne perd pas les disputes, surtout pas face à une jeune de 13 ans. Elle m'a regardé, pas Marlo, moi, et a dit, « Voilà ce qui arrive quand tu n'apprends pas le respect à tes enfants. » Et j'ai senti cette vieille attraction familière, ce poids dans ma poitrine qui me disait de m'excuser, d'arrondir les angles, d'attraper le bras de Marlo et de dire, « Chérie, assieds-toi », de protéger la paix au détriment de moi-même. Mais quelque chose était différent cette fois. C'était peut-être de voir le visage de Théo.
C'était peut-être d'entendre ma propre fille faire ce que j'avais eu trop peur de faire pendant 34 ans. Ou peut-être que j'en avais juste enfin, assez. J'ai regardé ma mère et j'ai dit, Patrice, Théo est ton petit-fils, et si tu ne peux pas le traiter comme un membre de la famille, alors je ne vois pas pourquoi je devrais continuer à te traiter comme la mienne. Et puis j'ai remballé mes 2 enfants, ma salade de pommes de terre et ma dignité, et j'ai marché jusqu'à la voiture. Mais croyez-moi, ce n'était que le début. Parce que ce qui s'est passé dans les semaines qui ont suivi ce pique-nique, c'est là que les choses ont vraiment mal tourné. Et la décision que j'ai prise ensuite, certaines personnes de ma famille ne me l'ont toujours pas pardonnée. Mais voilà le truc, je le referai demain. Je vais vous dire exactement ce que j'ai fait. Et j'ai besoin que vous me disiez honnêtement si vous pensez que je suis allée trop loin. Après ce pique-nique, j'ai conduit jusqu'à la maison avec mes enfants sur la banquette arrière et mes mains tremblant sur le volant. Marlo est restée silencieuse tout le trajet, regardant simplement par la fenêtre. Théo s'est endormi la bouche ouverte, son jouet dinosaure toujours à la main. Moi, je repassais la voix de ma mère dans ma tête en boucle. La prochaine fois, n'amène pas le gamin. Encore et encore, comme une chanson qu'on déteste mais qu'on ne peut s'empêcher de fredonner. Quand je suis rentrée, je suis restée assise dans l'allée pendant 10 minutes après m'être garée. Juste assise là, le moteur éteint, les vitres baissées, à écouter les grillons. Et j'ai pensé, combien de fois suis-je rentrée d'un événement familial en me sentant exactement comme ça? Combien de fois suis-je arrivée dans cette allée avec ce même nœud à l'estomac? Et la réponse m'a fait peur, car c'était à chaque fois. Absolument chaque fois. Ce soir-là, après avoir couché les enfants, j'ai appelé Diana. Elle a décroché à la première sonnerie, ce qui vous dit tout ce que vous devez savoir sur Diana. Je lui ai raconté ce qui s'était passé. Chaque mot, chaque regard, chaque seconde de silence de chaque personne à cette table. Et quand j'ai eu fini, Diana a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Elle a dit, « Karen, tu as signé des chèques pour des gens qui ne te donneraient pas un verre d'eau si tu étais en feu. Quand vas-tu arrêter ?» Et je suis restée assise dans ma cuisine à 11h du soir, sentant encore la crème solaire et le charbon de bois du barbecue, et j'ai dit, ce soir. J'arrête ce soir. Maintenant, laissez-moi vous dire à quoi ressemblait cet arrêt, parce que ce n'était pas une grande annonce dramatique. Je n'ai pas posté sur Facebook. Je n'ai pas envoyé de SMS groupés. J'ai juste arrêté. Silencieusement, complètement. Le premier test est arrivé 9 jours plus tard. Ma mère m'a appelé. Pas pour s'excuser, évidemment. Cela exigerait qu'elle croie avoir fait quelque chose de mal. Elle a appelé pour me dire que le chauffe-eau de leur maison faisait un bruit et que mon père pensait qu'il pourrait avoir besoin d'être remplacé. Et puis elle a fait ce qu'elle fait toujours. Elle ne m'a pas demandé d'argent directement. Non, Patrice est bien trop maligne pour ça. Elle a juste dit, je ne sais pas ce qu'on va faire, Karen. Ton père ne travaille qu'à temps partiel maintenant, et mes genoux me font si mal que j'ai à peine la force d'aller au magasin. Je ne sais vraiment pas, et puis le silence. Ce silence lourd et chargé qui était censé me faire dire, ne t'inquiète pas, maman. Je m'en occupe. Vous savez ce que j'ai dit à la place? J'ai dit, ça a l'air vraiment stressant. J'espère que vous trouverez une solution. La pause à l'autre bout du fil a été si longue que j'ai vérifié si l'appel avait été coupé. Ce n'était pas le cas. Elle ne savait tout simplement pas quoi faire d'une version de moi qui ne sortait pas son portefeuille. Elle a réessayé 2 jours plus tard. Cette fois, c'était à propos de la facture d'électricité, plus élevée que prévu à cause de la climatisation. Même scénario, le soupir, le « je ne sais vraiment pas », la longue pause. Et je lui ai donné la même réponse. C'est dur, maman. Peut-être que tu pourrais appeler la compagnie d'électricité pour un plan de paiement. Je pouvais presque entendre son cerveau court-circuiter à travers le téléphone. Honnêtement, une partie de moi se sentait mal. Je ne vais pas vous mentir. Il y a une partie de moi qui voulait juste envoyer l'argent et faciliter les choses. Parce que c'est ça, le truc, quand on est le réparateur de la famille. Ça devient votre identité. On ne sait même plus qui on est sans cette fonction de réparation. Est-ce que ça a du sens pour quelqu'un ou c'est juste moi?
Mais Diana m'a aidé à tenir bon. Elle m'envoyait un SMS chaque matin. Littéralement chaque matin, un petit message qui disait quelque chose comme « Jour 12 où tu te choisis. Continue » ou « Tu n'es pas un distributeur de billets. Tu n'es pas un distributeur de billets. Tu n'es pas un distributeur de billets. » Cette femme mérite une médaille et des vacances. Maintenant, c'est là que les réactions ont commencé. Parce que lorsque l'argent a cessé de couler, les appels ont commencé à arriver. Mais pas de ma mère. Oh non. Patrice ne mène pas ses propres batailles quand elle peut recruter une armée. D'abord, ce fut ma tante Gail, la plus jeune sœur de ma mère. Elle m'a appelé un mardi après-midi pendant que j'étais au travail et a laissé un message vocal qui disait, et je paraphrase, car le message réel durait environ 4 minutes en gros, que j'étais égoïste, que mes parents avaient des difficultés, que la famille s'entraide. Et que ce n'est pas elle qui m'avait élevée, mais que si ça avait été le cas, je saurais mieux me comporter. Elle ne m'a pas élevée. Elle a raison sur ce point. Elle n'a pas non plus aidé à m'élever, n'a rien payé, n'a jamais fait de babysitting une seule fois et n'était présente à aucun de mes événements scolaires. Mais bien sûr, Gail, parle-moi de la famille. Ensuite, c'était l'amie de ma mère, Barbara. Une femme à qui j'ai parlé peut-être 6 fois dans toute ma vie. Elle m'a appelé pour me dire qu'elle avait entendu dire que j'abandonnais mes parents et qu'elle pensait que je devrais vraiment réfléchir au genre d'exemple que je donnais à mes enfants. Barbara, que j'ai vu un jour voler un centre de table lors d'un repas paroissial. C'est elle qui me donne des conseils parentaux maintenant. Pensez-vous que j'aurais dû céder? Honnêtement, certains jours, j'ai failli le faire. Mais ensuite, quelque chose s'est produit qui m'a fait réaliser que j'étais sur la bonne voie. Théo est rentré de l'école un jour. C'était environ 3 semaines après le pique-nique. Il s'est assis à la table de la cuisine pendant que je préparais le dîner. Il faisait ce que font les enfants quand ils se préparent clairement à dire quelque chose, mais il continue d'ouvrir et de fermer la bouche comme un petit poisson. Finalement, il a dit, « Maman, est-ce que je suis méchant ?» J'ai posé la spatule. J'ai éteint le feu. Je me suis assise à côté de lui et j'ai dit, « Pourquoi tu me demandes ça ?» Et il a dit, « Parce que mamie ne m'aime pas, alors peut-être que je suis méchant. » Mon fils de 6 ans était assis là, essayant sincèrement de comprendre ce qu'il avait fait de mal. Ce gamin qui partage ses goûters avec tous les enfants de l'école. Ce gamin qui me fait des dessins de notre famille avec tout le monde qui sourit. Ce gamin qui a dit « Excusez-moi » à un mannequin chez Target la semaine dernière parce qu'il l'avait bousculé. Et il pensait que c'était lui le problème. Je l'ai serré si fort dans mes bras et je lui ai dit « Mon bébé, tu n'es pas méchant. Tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Et parfois, les adultes ont des problèmes qui n'ont rien à voir avec toi. » Il a semblé aller mieux après ça. Il est retourné jouer avec ses dinosaures. Mais moi, je suis allée dans ma salle de bain, j'ai fermé la porte et j'ai pleuré si fort que j'ai dû m'asseoir par terre. C'est là que j'ai pris la deuxième décision. La première a été de couper les vivres. La seconde était plus radicale. J'ai décidé que je n'irai plus à aucun événement familial jusqu'à ce que ma mère s'excuse. Pas à moi, à Théo. Elle devait regarder ce petit garçon dans les yeux et lui dire qu'elle était désolée et qu'elle l'aimait. C'était ma condition, non négociable. Et je le lui ai dit exactement comme ça. Je l'ai appelé et j'ai dit, « Maman, je t'aime, mais tant que tu ne t'excuseras pas auprès de Théo pour ce que tu as dit au pique-nique, je ne viendrai pas au dîner du dimanche. Je ne viendrai pas pour les fêtes et je n'enverrai plus un centime. » Vous voulez savoir ce qu'elle a dit? Elle a dit, « Tu vas me punir pour une blague ?» J'étais en train de plaisanter. Tu as toujours été trop sensible. Une blague. Elle a appelé ça une blague. Mon fils se demandant s'il est une mauvaise personne. C'est la chute, apparemment. J'ai dit, alors ça devrait être facile de s'excuser pour une blague. Elle m'a raccroché au nez. Et c'est là que la vraie guerre a commencé. Parce que Patrice a raconté à tout le monde, et je dis bien à tout le monde, sa version de l'histoire. Dans sa version, j'étais la méchante. J'étais la fille ingrate qui coupait les ponts avec ses parents en difficulté à cause d'un petit commentaire lors d'un barbecue. Elle a omis la partie sur Théo. Elle a omis les années d'argent.
Elle a omis tout ce qui comptait. Ma cousine Diana a essayé de rétablir la vérité auprès de certains membres de la famille, mais vous savez comment ça se passe. Les gens croient la première version qu'ils entendent. Ma tante Gail m'a rappelé. Mon oncle Vernon m'a envoyé un SMS qui disait juste « La famille d'abord, Karen ». Facile à dire pour lui, il n'a jamais envoyé un sou à mes parents. Même mon père m'a appelé, et celui-là a fait le plus mal. Parce que Gilles n'est pas un homme mauvais. C'est juste un homme faible. Et il a dit « Karen, ma chérie, tu ne peux pas juste laisser tomber ?» Ta mère ne le pensait pas. Elle est bouleversée depuis des semaines. Elle est bouleversée. Elle est bouleversée. Mon fils pense qu'il a un défaut, et c'est ma mère qui est bouleversée. J'ai dit, papa, je t'aime. Mais tu étais assis là. Tu as entendu ce qu'elle a dit. Tu as vu le visage de Théo et tu as pris une gorgée de ta bière. Alors, il faut que tu comprennes. Je ne suis pas en colère contre toi, mais je ne peux pas prétendre que c'était normal. Il est devenu silencieux. Et puis il a dit quelque chose qui m'a surprise. Il a dit, je sais. Je sais que j'aurais dû dire quelque chose. C'était la chose la plus honnête que mon père m'ait dite depuis des années. Et pendant une seconde, j'ai pensé qu'il serait peut-être celui qui changerait les choses. Peut-être qu'il parlerait à ma mère. Peut-être qu'il comblerait le fossé. Mais il ne l'a pas fait. Gilles, c'est Gilles. Et être d'accord avec Patrice est toujours plus facile que tout le reste. Pendant ce temps, Marlo observait tout ça. Ma fille est perspicace. Elle entend les appels téléphoniques. Elle sent l'ambiance. Elle me voit fermer les yeux et respirer avant de répondre aux SMS. Et un soir, elle est entrée dans ma chambre, s'est assise sur mon lit et a dit « Maman, je veux que tu saches que ce que j'ai fait au pique-nique, je le referai à chaque fois. » J'ai regardé cette fille, ma fille, avec son chignon en désordre, ses devoirs d'algèbre et son vernis à ongles écaillés. Et j'ai pensé, quand est-elle devenue plus courageuse que moi? J'ai dit, Marlo, tu ne devrais pas avoir à mener des batailles pour ton frère. Et elle a répondu, je ne me bats pas pour lui. Je me bats à tes côtés. Dites-moi que je n'ai pas l'enfant la plus incroyable de cette planète. Essayez juste de me le dire. Mais ce qui s'est passé ensuite, et je vous jure que je ne l'ai pas vu venir, c'est la partie qui a tout changé. Parce que quelqu'un dans ma famille a décidé de s'impliquer d'une manière que je n'aurais jamais attendue. Et les conséquences, disons simplement que ce que ma mère a fait après ça a fait passer le pique-nique pour un simple échauffement. Je vais vous dire exactement comment elle a essayé de retourner mes propres enfants contre moi, et ce que j'ai fait quand je l'ai découvert. Disons que Patrice a finalement rencontré une version de Karen qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Alors, vous vous souvenez que j'ai dit que quelqu'un de ma famille s'était impliqué de manière inattendue? Environ 5 semaines après le pique-nique, Marlo est rentrée de l'école en agissant bizarrement. Pas contrariée, juste elle n'arrêtait pas de vérifier son téléphone et de le retourner face contre table. Si vous avez un adolescent, vous savez que lorsque le téléphone est retourné, il se passe quelque chose. Je lui ai laissé de l'espace. Nous avons dîné. Théo nous a raconté une histoire de 10 minutes sur un lézard dans la cour de récréation qui n'avait absolument aucun sens, et nous avons applaudi à la fin quand même. Une soirée normale. Mais plus tard, après que Théo fut au lit, Marlo s'est tenue dans l'encadrement de ma porte, les bras croisés, et a dit « Maman, je dois te montrer quelque chose, et il faut que tu ne paniques pas. » Elle m'a tendu son téléphone. À l'écran, il y avait une série de messages de ma mère. Patrice avait obtenu le numéro de Marlo, probablement de tante Gail, qui a autant de notions des limites personnelles qu'une porte moustiquaire en plein ouragan, et envoyait des SMS à ma fille de 13 ans depuis 3 jours. Les messages ont commencé gentiment. « Salut ma chérie, mamie s'ennuie de toi. » Mais ensuite, ils ont changé de ton. La manière dont Patrice opère toujours, lentement, prudemment, comme du poison dans un thé glacé. J'aimerais que ta mère me laisse te voir, toi et Théo. Ta mère a toujours été très émotive. Même à ton âge, elle surréagissait. Peut-être que tu pourrais lui parler pour moi. Elle recrutait ma fille. Dire à une enfant que sa mère était le problème.
Demander à ma fille de faire son sale boulot. Et ce qui m'a fait bouillir le sang, c'est qu'elle n'a jamais mentionné Théo. Pas une seule fois. N'a pas demandé comment il allait. N'a pas dit qu'il lui manquait. Il n'existait pas dans ses messages. Mais voici ce que je ne savais pas encore. Marlo n'avait pas simplement lu en silence. Elle avait répondu. Au message sur le fait que j'étais émotive, Marlo a écrit « Ma mère n'est pas émotive. Elle en a juste marre de faire semblant que tout va bien alors que ce n'est pas le cas. Il y a une différence. » À celui demandant à Marlo de me parler, je ne vais pas demander à ma mère de pardonner à quelqu'un qui ne s'est pas excusé. Ça n'aurait aucun sens, n'est-ce pas? J'ai fixé ce téléphone pendant un long moment. Puis j'ai regardé Marlo, qui se rongeait l'ongle du pouce comme si elle s'attendait à être punie, et j'ai dit, « Tu es l'être humain le plus incroyable que j'ai jamais rencontré. » Elle a dit, « Donc, je ne suis pas punie ?» J'ai dit, « Chérie, la seule personne qui a des ennuis, c'est ta grand-mère. Maintenant, c'est là que des gens de ma famille disent que je suis allée trop loin, et je veux vraiment savoir si vous êtes d'accord. » J'ai fait des captures d'écran de chaque message que ma mère a envoyé à Marlo. Chacun d'eux. Et je les ai envoyés à chaque personne qui m'avait traité d'égoïste. Tante Gail, oncle Vernon, Barbara et son centre de table volé à l'église. Pas de commentaires, juste les captures d'écran et une seule ligne, voilà ce qu'elle fait maintenant. Tante Gail a appelé, et pour la première fois, n'a pas commencé par défendre ma mère. Elle a dit, « Je ne savais pas qu'elle faisait ça. » J'ai dit, « Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas, Gail, parce que tu n'écoutes jamais qu'un seul côté. » Oncle Vernon, silence radio, ce qui, honnêtement, était une amélioration. Diana m'a appelé, riant si fort qu'elle pouvait à peine respirer. Elle a dit, « Marlo est mon héroïne. Je vais offrir une pizza à cette fille. » Et elle l'a fait. Elle a conduit 40 minutes depuis Springfield avec une grande pizza pepperoni et un tricératops en peluche pour Théo, parce que, selon ses propres mots, ce gamin mérite un cadeau sans raison particulière. C'est le genre de famille que je veux autour de mes enfants. Après avoir envoyé ces captures d'écran, 2 semaines de silence complet de la part de Patrice. Elle ne pouvait pas déformer celle-là. Ses propres mots, sur le téléphone de sa propre petite fille, noir sur blanc. Puis, un samedi matin, on frappe à ma porte. Mon père, Gilles, debout sur mon porche avec sa vieille casquette de pêche, tenant un sac de boulangerie. Il avait l'air de ne pas avoir dormi depuis une semaine. Il s'est assis à ma table de cuisine, a posé le sac et a dit, « J'ai apporté les brioches à la cannelle que tu aimais quand tu étais petite. » Et puis cet homme, que je n'ai jamais vu pleurer de toute ma vie, a mis son visage dans ses mains et a sangloté. Il a dit, « Je t'ai laissé tomber, Karen. » J'étais assis à cette table, j'ai entendu ce que ta mère a dit et je n'ai rien dit parce que j'ai peur de cette femme depuis 37 ans. Et j'ai laissé ça me coûter ma fille et mes petits-enfants. J'ai dit, « Papa, je n'ai pas besoin que tu sois parfait. J'ai juste besoin que tu sois honnête. » Et il l'a été. Pendant 2 heures, il m'a dit des choses qu'il n'avait jamais dites. Qu'il a toujours su que maman avait tort. Que chaque fois que j'envoyais de l'argent, il se sentait mal. Qu'il lui en avait parlé une fois, il y a des années, et qu'elle ne lui avait pas adressé la parole pendant 11 jours, alors il n'en a plus jamais parlé. Puis il a dit quelque chose qui m'a surprise. « Ta mère a peur, Karen. Elle ne l'admettra pas, mais elle est terrifiée à l'idée de te perdre et elle ne sait pas comment arranger les choses parce que tout le monde a toujours plié. » J'ai dit, « Je sais. J'ai plié pendant 34 ans. C'est fini. » Il a hoché la tête. Puis il a dit, « Et si j'arrêtais de plier, moi aussi ?» 2 jours plus tard, papa m'a dit qu'il avait eu une vraie conversation avec ma mère. Il lui a dit que le pique-nique était une erreur, que les SMS étaient une erreur, que les années à dépendre de moi étaient une erreur. Et il lui a dit que si elle n'arrangeait pas ça, elle le perdrait aussi. Puis, environ 9 semaines après le pique-nique, mon téléphone a sonné. Ma mère. Silencieuse pendant un long moment. Puis elle a dit, « Je dois parler à Théo. Parce que je dois des excuses à ce garçon, et je t'en dois à toi aussi. » J'ai laissé le silence s'installer. Puis j'ai dit, « Je vais y réfléchir. »
Certains d'entre vous pourraient penser que j'aurais dû sauter sur l'occasion. Mais après tout, l'argent, le pique-nique, les SMS à Marlo, la campagne de dénigrement, je devais d'abord protéger mes enfants. Diana a dit, laisse-la venir à tes conditions, chez toi, et si elle gâche tout, c'est terminé. J'ai donc invité ma mère à dîner le dimanche suivant. Juste elle, moi, Marlo et Théo. Je lui ai dit de venir avec de vraies excuses ou de ne pas venir du tout. Elle est arrivée à 17h dans une robe, ce qu'elle ne porte jamais pour les dîners décontractés. Elle a apporté des tulipes jaunes, mes préférées. Je ne pensais pas qu'elle s'en souvenait. Théo était sur le canapé à regarder des dessins animés. Il l'a regardée et n'a pas bougé. Il n'a pas couru vers elle comme il le faisait avant. Il a juste observé. Et j'ai vu l'impact la frapper en plein visage, ce qu'elle avait fait. Elle s'est approchée, s'est agenouillée, ce qui n'était pas facile avec ses genoux, et a dit, « Théo, mamie doit te dire quelque chose. Ce que j'ai dit au pique-nique était mal et méchant, et tu n'as rien fait de mal. Tu es mon petit-fils, je t'aime, et je suis tellement désolée. » Théo l'a regardé pendant environ 5 secondes. Puis il a dit, « C'est pas grave, mamie. Tu veux voir mon nouveau dinosaure ? 6 ans. Pas de rancune, pas de conditions, juste de la grâce. Le genre de grâce que les adultes oublient qu'elle existe. » Elle l'a serré dans ses bras et a pleuré. De vraies larmes, pas des larmes de comédie. Celles où vos épaules tremblent et où vous ne pouvez pas parler. Pendant le dîner, elle s'est excusée auprès de moi aussi. Elle a dit qu'elle savait qu'elle avait été injuste pendant des années. Qu'elle allait commencer à voir un thérapeute, ce qui m'a presque fait tomber de ma chaise, car Patrice a toujours qualifié la thérapie de « se plaindre à des étrangers ». Puis elle a regardé Marlo et a dit « Je te dois des excuses à toi aussi. Je n'aurais jamais dû envoyer ces messages. Tu as eu raison de défendre ton frère. » Marlo a répondu « Merci, mamie. Mais sache que je le referai si je dois le faire. » Ma mère a ri. Un vrai rire. Et a dit « Je te crois. Maintenant, je ne vais pas prétendre que tout est parfait. La confiance ne se reconstruit pas du jour au lendemain. Je n'envoie toujours pas d'argent. C'est terminé, définitivement. Mon père a trouvé un emploi à temps plein dans une quincaillerie, il parle de mèches de perceuse et de bois, et honnêtement, il a l'air plus heureux qu'il ne l'a été depuis une décennie. Tante Gail m'a apporté un plat gratiné et a dit « Je n'aurais pas dû me mêler de ça, sans me regarder dans les yeux. Je prends ce qu'il y a à prendre. » Oncle Vernon n'a toujours pas dit un mot, mais à Thanksgiving, il s'est assis à côté de Théo et lui a posé des questions sur chaque dinosaure par son nom. Pour Vernon, c'est presque une lettre d'amour. Diana vient toujours un week-end sur 2 avec des pizzas et ses garçons. Elle est toujours mon rock. La semaine dernière, elle m'a envoyé un SMS, jour 147 où tu te choisis. Regarde le chemin que tu as parcouru. J'ai pleuré en lisant ça. De bonnes larmes, cependant. Voilà donc mon histoire. Le pique-nique, le silence, l'argent, les SMS, les captures d'écran, les brioches à la cannelle et la jeune fille de 13 ans qui s'est levée quand personne d'autre ne l'a fait. Si vous avez aimé cette histoire, j'apprécierais vraiment un like. Cela signifie plus que vous ne l'imaginez. Et si quelque chose ici vous a rappelé votre propre famille, si vous pensez que j'ai mal géré quelque chose ou que vous auriez fait différemment, dites-le moi dans les commentaires. Je les lis tous. Et si vous traversez quelque chose de similaire en ce moment, si vous êtes celui ou celle qui donne toujours sans jamais recevoir, qui préserve la paix au détriment de soi-même, je veux que vous sachiez que vous avez le droit d'arrêter. Vous avez le droit de dire « ça suffit ». Et vous pourriez être surpris de voir qui se tient derrière vous quand vous le ferez enfin. Pour moi, c'était une fille en t-shirt de volley qui a regardé ma mère droit dans les yeux et a dit « répétez ça ».